Donc moi, je m'appelle Céline Cuache et comme a dit M. Duranteau, je vais vous présenter aujourd'hui une réflexion qu'on a eue avec Quentin autour d'un cas qui est assigné en maternité au mois de décembre. Donc le cabinet, c'était une dame, Madame P, qui a 29 ans, deuxième geste et tout récemment deuxième part, qui a dans ses antécédents donc, un Hashimoto et déjà une première césarienne en 2019, dans un contexte d'anomalie du rythme, qui était hospitalisée en grossesse à haut risque pour une prééclampsie avec une protéinurie à 2 grammes par jour et une hypertension qui était traitée par la bétalol. Cette dame, elle a été césarisée en urgence pour une prééclampsie sévère avec des difficultés de contrôle tensionnel dans un contexte d'anomalie du rythme et avec en plus de ça une suspicion d'hématome rétroplacentaire qui sera en fait confirmée de façon macroscopique lors de la césarienne. Cette dame, elle va donc en salle de réveil et assez rapidement, vous êtes appelé parce qu'elle elle est parfaitement anémique. Vous vous intéressez donc à son bilan qui a été fait immédiatement en post-op et vous constatez qu'il y a une installation d'une insuffisance rénale aiguë, compliquée d'une hyperkémiée, accompagnée également d'une déglobulisation et d'une thrombopénie. Par ailleurs, vous remarquez que les saignements pendant la césarienne sont tout à fait normaux, qu'ils ont été de 200 ml. Concernant cette insuffisance rénale aiguë, quelles sont vos hypothèses diagnostiques ? Hypovolémie. Merci. Obstructive. Oui. Il y en a bien qui va dire immuno, non? Microangiopathie thrombolytique. Ouais, peut-être une maths, ouais, c'est ça. Ah, le syndrome. Le syndrome, oui. Donc, une éventuelle microangiopathie de la grossesse. Pourquoi les microangiopathies? Alors, c'est des maladies qui sont relativement rares, mais qui sont surreprésentées chez les femmes enceintes. Donc, pour plusieurs raisons. Déjà, physiologiquement, on va avoir une augmentation de l'expression du facteur de von Willebrand, avec également la mise en jeu de protéines de synthèse placentaire. Donc, certaines vont avoir un rôle anti-angiogénique, on va le voir par la suite, et puis l'endothélium de la femme enceinte va aussi être exposé à de nombreuses hormones stéroïdes, comme les œstrogènes notamment qui sont en masse, et la mise en jeu également du complément, qui va devoir être parfaitement régulé pour éviter de déclencher en fait une allo-immunité fétale et d'autres soucis. Et lorsqu'en fait on rencontre un déséquilibre dans ce milieu assez précaire, ça peut déclencher chez les femmes qui sont génétiquement prédisposées une première poussée de microangiopathie thrombotique. Quelles sont les entités qu'on peut rencontrer lors de la grossesse? Alors, la plus fréquente, le HELLP syndrome, qui classiquement va compliquer donc une prééclampsie avec une attente majoritairement hépatique. Ça concerne environ 1 à 10 patientes pour 1000 grossesses. Et viennent ensuite 2 autres entités qui sont plus rares, dont le purpura thrombolytique thrombocytopénique, qui va finir en déficit en ADAMTS, ou encore le CHU atypique, plutôt lié à une dysrégulation de la voie alterne du complément. Ces 2 dernières entités sont déjà beaucoup plus rares, ça représente environ une grossesse sur 25 000. On va commencer par le HELLP syndrome, que Madame B serait tout à fait susceptible de développer devant son tableau. Le HELLP syndrome, donc, ça répond à la définition de la MAT. Ça combine une anémie hémolytique, une thrombopénie périphérique de consommation et une défaillance d'organes avec une défaillance hépatique, puisque c'est une microangiopathie qui est exclusivement intrahépatique. On va y avoir une formation des dépôts de thrombie plaquettaires dans les capillaires hépatiques avec des dépôts de fibrine qui vont entraîner une nécrose hépatocytaire à l'origine de la cytolyse et également de la clinique, donc de la barrique épigastrique qu'on peut retrouver dans le HELLP syndrome. Cette symptomatologie, elle peut s'accompagner également d'une insuffisance rénale aiguë, dans 15 à 20% des cas seulement. Insuffisance rénale aiguë qui ne va pas être liée à une microangiopathie en fait, intrarénale, puisque les lésions rénales qui vont être observées, ça va plutôt être de la nécrose tubulaire aiguë ou de l'endotheliose glomérulaire, qui va plutôt être caractéristique de la prééclampsie. Et cette insuffisance rénale, elle va plutôt être de bon pronostic, puisque 95% des patients à la sortie de l'hospitalisation vont récupérer des fonds glomérulaires presque normales. C'est une pathologie qui est d'origine placentaire, qui va être liée en fait à un défaut d'invasion du trophoblaste en début de grossesse, avec une synthèse en excès d'un récepteur soluble qui s'appelle le SFLP1, c'est le récepteur soluble en fait du VEGF, et plus précisément dans la grossesse du PLGF qui est
le facteur de croissance de l'origine placentaire. Devant l'excès d'SFLT1, en fait, ça va lier tout le PLGF, enfin, une grande partie du PLGF disponible, faisant en fait du milieu de la plaque prééclamptique un milieu assez anti-angiogénique. Et c'est ces caractéristiques qui vont entraîner la clinique de la prééclampsie qu'on connaît. Ça va modifier en fait le tonus vasculaire en entraînant une vasoconstriction à l'origine de l'hypertension de la prééclampsie. Ça va modifier également la perméabilité capillaire et la barrière hémato-encéphalique, à l'origine des œdèmes qu'on peut avoir lors de l'œdème cérébral. Et ça va altérer également le débit de filtration glomérulaire par un mécanisme antérochimique. Et également, ce milieu anti-angiogénique qui va entraîner en fait une endothéliose glomérulaire, c'est une turgescence glomérulaire à l'origine de la protéinurie que l'on rencontre dans la prééclampsie. Ça, c'est pour les syndromes typiques, mais en fait, il y a 15 à 20% des syndromes quand même qui peuvent se déclarer sans signe de prééclampsie évident, c'est-à-dire soit sans hypertension, soit sans protéinurie. Dans ces cas-là, quand on a un doute, il y a un outil qui a fait l'objet d'un homologue en 2016, qui s'appuie justement sur les dosages plasmatiques du SFLT1 et du PLGF. On s'est rendu compte que lorsqu'ils utilisaient plus précisément le ratio et qu'ils choisissaient un seuil de 38, avec un seuil inférieur à 38, cet outil avait une très bonne valeur prédictive négative pour affirmer en fait l'absence de prééclampsie à une semaine après le dosage. Donc ici, vous pouvez voir des petits boîtes à moustache avec en bleu des femmes qui sont évidentes de prééclampsie, et en orange les dames prééclamptiques avec le ratio de 38 ici représenté. Dans ces cas-ci, la question de l'existence d'une prééclampsie se soulève, mais également d'autres questions. Y a-t-il un diagnostic différentiel à évoquer parce que la prise en charge n'est pas du tout la même. Donc, pour le PTT, par exemple, le PTT, c'est la même définition de la masse, sauf que la défaillance d'organes qui historiquement lui était associée, c'était une défaillance neurologique, mais avec des tableaux qui ne sont pas forcément caricaturaux, parce qu'en fait, on se rend compte que dans ce qui est écrit, il y a 40% des PTT seulement qui vont en fait développer une clinique à type de céphalée ou de confusion. Le PTT peut être également associé à une insuffisance rénale aiguë, donc seulement dans 10% des cas. Comment ça marche le PTT ? Le PTT, en fait, ça va être lié à un défaut d'une métalloprotéinase qui s'appelle ADAMTS13, dont le rôle est en fait de cliver les facteurs de von Willebrand et d'empêcher celui-ci de venir activer en fait l'agrégation plaquettaire en intravasculaire. Dans le PTT de la grossesse ou pas de la grossesse, va y avoir un déficit en ADAMTS13, soit quantitatif, soit lié en fait à la production d'auto-anticorps qui vont venir neutraliser de l'ADAMTS13 et qui vont entraîner la polymérisation de ceux-ci avec la formation de tout ce gros tronc plaquettaire et par des contraintes mécaniques de cisaillement, une mémorise par la suite, entraînant donc, la MAT qu'on connaît. Sauf que le PTT, ce n'est pas du tout le même pronostic que le HELLP syndrome. Puisque sans traitement, la mortalité du PTT qui était décrite a touché en fait les 90%. Avant, on a découvert aujourd'hui l'intérêt du plasma. Ça, c'est une étude du Louis-Blanc de Gagnon qui est sortie en 1991. Lorsqu'ils ont commencé à s'intéresser en fait au plasma de la thrombotique thrombocytopénique, où ils se sont attachés en fait à comparer les échanges plasmatiques avec la transfusion de plasma seul, à viser donc des substitutives pour essayer d'augmenter la quantité d'ADAMTS13 plasmatique. Et ils se sont rendus compte qu'en fait les échanges plasmatiques, ça marchait beaucoup mieux que le plasma, avec un bénéfice significatif sur la survie. Parce que non seulement ça permettait de substituer, mais peut-être également d'éliminer les auto-anticorps qui étaient présents lors de la grossesse. Le PTT, c'est donc une maladie qui est assez grave, qui est important de dépister rapidement, sauf qu'aujourd'hui, si on veut doser une activité de la DAMTS13 à Bicêtre ou dans une autre institution, le résultat, on ne l'a pas forcément immédiatement. Il y a eu des scores qui ont été développés. Vous avez peut-être entendu parler du Plasmic Score ou du Crunch Score, qui sont assez simples, quelques items. Et plus le score est élevé, plus la probabilité d'un déficit sévère en ADAMTS13 est élevée. Ici, je vous ai mis l'étude dans laquelle le Plasmic Score a été validé. Il est sorti en 2017. Il a été étudié en fait, dans une cohorte de patients qui avaient tous une angiopathie thrombotique, chez qui ils ont dosé l'ADAMTS13 et chez qui ils ont appliqué le Plasmic Score. Lorsque le Plasmic Score était globalement entre 5 et 7, qui est la fourchette haute du score,
Ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait une très bonne performance diagnostique pour différencier les BTT des autres maths, avec une lumière sous la courbe de 91 à 96%. Je vous ai mis ici la courbe de Rock dans les différentes cohortes. Il y a un PNDS qui est sorti sur le BTT en 2022, donc là tout récemment, qui préconise donc cette prise en charge-là en cas de suspicion de maths. C'est valable d'ailleurs pas que chez les résultats. Eux, ils préconisent de doser l'activité de la dame TS13 dans tous les cas, et ensuite de s'appuyer sur ces différents scores, avec, en cas de score élevé, une nécessité en fait, de débuter les échanges plasmatiques précocement, sans attendre les résultats de l'usage de l'activité de la dame TS13. Et en cas de score élevé, se poser la question, existe-t-il un diagnostic différentiel, comme par exemple un CHU atypique? La thérapeutique du PTT, elle repose sur une triplette, comme on appelle dans la littérature. On a donc les échanges plasmatiques, dont on a déjà vu précédemment, mais également une immunomodulation qui va reposer sur l'utilisation de rituximab et des corticoïdes. Et un petit peu plus récemment, ils ont développé une immunothérapie qui s'appelle le caplasizumab, qui va cibler directement la liaison du facteur de Van Willebrand au plateau. Peut-être que bientôt, on aura une exposition de la DMTS13 recombinante. Pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité, c'est encore sur le banc d'essai. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait si finalement notre DMTS13 revient non effondré, ou alors que le plasmid score, le plasmid de Frank score n'est pas assez élevé? Dans ces cas-là, il nous reste notre dernier diagnostic différentiel, le CHU atypique. Le CHU atypique, donc toujours la triade de la maths, avec classiquement une défaillance d'organes rénales. Dans 80% des cas, on a une insuffisance rénale aiguë associée. Mais également, là aussi, pas toujours des tableaux qui sont purs, avec on peut avoir une atteinte neurologique. 20% d'atteintes neurologiques qui sont décrites, qui peuvent créer la conclusion avec le PTT. C'est ça différencie bien sûr du CHU typique, qui va suivre la séquence de chigatoxine, qui va être sécrétée dans les chez coli par exemple, entérotoxinogène. Le CHU atypique, c'est lié à un déficit de la voie interne du complément, que j'ai essayé de représenter ici de façon très simplifiée, dont la finalité est en fait de former le complexe d'attaque membranaire. Le complexe d'attaque membranaire qui aura donc les capacités de lyse. C'est une voie qui est spontanément, physiologiquement, en permanence activée, d'où l'importance d'une régulation adéquate. Et c'est cette régulation du complément qui peut être altérée chez les patients ou patientes qui développent un CHU atypique. Ça peut être altéré soit lié soit il peut y avoir un déficit fonctionnel lié à une variabilité, à un variant génétique, soit il peut y avoir, dans le cas des CHU atypiques acquis, le développement d'auto-anticorps, donc anti-facteur H ou anti-facteur I. Dans ces cas-ci, lorsqu'on a un déficit de la régulation de la voie interne du complément, il va y avoir une formation en excès du complexe d'attaque membranaire qui va en fait devenir incontrôlable. Et par exemple, le contact d'une cellule endothéliale, ça va la mettre à nu et puis ça peut déclencher la cascade de la coagulation à l'origine de la maladie. Histologiquement, ça donne ça. Ça donne une masse infrarénale avec une formation de microthrombie artériolaire et glomérulaire. On a également la nécrose tubulaire aiguë ischémique et dans le pire des cas, de la nécrose corticale. Lorsqu'on prend une cohorte de patientes qui sont atteintes de CHU atypique, on se rend compte que la grossesse, en fait, c'est un facteur de risque qui est surreprésenté, avec 21% des patientes qui sont enceintes, en fait, et donc 85% d'entre elles, ça va être lié à un déficit génétique, en tout cas un variant génétique. Le diagnostic de CHU atypique se fait surtout dans le postpartum. Ça peut se faire jusqu'à 4 mois dans le postpartum. Et en fait, tout le challenge diagnostique il réside dans les 7 premiers jours, où là, on va avoir toute une myriade de diagnostics différentiels. Aujourd'hui, le diagnostic de CHU atypique, il va reposer donc sur le tableau clinico-biologique, avec un ADAM-TS13 qui va être non effondré, une PCR chigatoxine qui va être négative pour éliminer le CHU typique. On peut également poser la question aux patients est-ce qu'il existe un antécédent familial? Je ne vais pas forcément répondre, oui, j'ai un CHU atypique dans ma famille, mais il y a peut-être un proche qui est insuffisant rénal terminal dialysé chronique. Il est important de doser donc la voie, il faut rechercher en fait des stigmates d'activation de la voie interne du complément en dosant le CH50 et le C3 qui vont être diminués seulement dans 30% des cas. Donc c'est des fois où il y a une oxydation normale. Le C4 peut également être normal, il doit être normal puisque c'est un représentant de la voie classique du complément. On va ensuite rechercher soit un déficit quantitatif en dosant les facteurs H et les facteurs I qui sont les inhibiteurs ou la présence d'auto-anticorps. Soit un déficit fonctionnel, et là on peut envoyer des tubes au centre de référence qui vont
qui vont s'intéresser aux exomes et vont chercher en fait des variants génétiques. Bien sûr, tous ces prélèvements sont à faire avant toute perfusion de plasma pour éviter d'avoir des faux négatifs. La thérapeutique du flux atypique, ça reposait en grande partie sur les échanges plasmatiques auparavant, comme pour le PDT, éliminer les anticorps et substituer également en inhibiteur de la voie interne du complément. Ça marchait plutôt bien, ça augmentait la survie donc, drastiquement, ça passe de 10 à 92% en utilisant les échanges plasmatiques, mais avec un pronostic rénal qui était assez mitigé, puisqu'en fait, un patient sur deux développait une insuffisance rénale terminale à 3 à 5 ans. Un petit peu plus récemment, il y a eu l'arrivée de l'éculizumab, qui était connu pour le traitement de l'hémoglobine paroxytique nocturne, qui est en fait un anticorps monoclonal qui va diriger contre la fraction césaire du complément, et qui va de limiter la formation du complexe d'évacuation nerveux. L'éculizumab, il a fait l'objet d'un new england dans le flux atypique, new england de 2013, sur une cohorte en fait, de 17 patients qui développaient une microangiopathie thrombotique, et en fait, la microangiopathie thrombotique ne s'améliorait pas malgré les échanges plasmatiques. Et en fait, avec l'ajout de l'éculizumab, il y a 87% de ces patients qui ont normalisé leurs plaquettes à 6 mois et à 1 an, avec une augmentation en valeur absolue de 76 giga par litre, qui se maintenait en fait lorsqu'on poursuivait l'éculizumab. Mais là où c'est intéressant, c'est que chez ces patients-là, qui n'amélioraient pas leur rein sous échange plasmatique, lorsqu'on leur donnait de l'éculizumab, ils gagnaient 30 points de VFG à 6 mois, avec un bénéfice qui se maintenait également à 1 an lorsqu'on poursuivait le traitement. Avant l'introduction de l'éculizumab, il y a 5 patients qui étaient dialysés et 4 d'entre eux ont pu être sevrés à 6 mois d'éculizumab. Ça, j'ai trouvé ça assez joli. C'est une coupe histologique avant le traitement, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait, après l'éculizumab, ça nettoie l'artériole. Ce qui peut nous aider à comprendre comment ça peut améliorer le rein. Donc, face à une femme enceinte ou une femme en péripartum chez qui on suspecte une MAT, ça, c'est un arbre, c'est pas un arbre officiel, hein, c'est quelque chose c'est une sorte de synthèse de tous mes travaux. Globalement, une question à se poser, c'est est-ce qu'on est en face d'une prééclamptique, une dame qui est susceptible de développer un HELLP syndrome avec un tableau qui est parfaitement typique. Dans ces cas-là, le seul traitement, ça va être la délivrance. Si par contre on a un tableau incomplet, on peut se poser la question, est-ce qu'il existe un diagnostic différentiel? On peut s'aider également du rapport SFLT1 sur PLGF, qui va nous aider également à affirmer ou infirmer la présence d'un syndrome. Et on doit doser donc l'activité de la dame TS13 et commencer à explorer le complément. Ensuite, on peut s'appuyer sur les scores que j'ai décrits précédemment, soit pour discuter de l'éculizumab avec bien sûr les spécialistes en question, ou débuter les échanges plasmatiques. Mais dans tous les cas, chez une patiente prééclamptique chez qui on a organisé une délivrance, il faut surveiller la cinétique des plaquettes, puisque dans la syndrome, normalement, les plaquettes doivent remonter et la persistance du hémoglobine Ag3 doit faire poser la question qu'il n'y a pas autre chose de surajouter. En éliminant bien sûr les autres diagnostics différentiels, en éliminant le flux typique, et on peut également faire une recherche de SAPL, doser les encas et les FAL. Au final, notre patiente a plutôt bien évolué. Donc, elle a été diagnosée quelques jours chez vous en réachir. Finalement, il n'y avait pas de lise, et ça nous a fait beaucoup réfléchir sur le cas. C'est pour ça que je l'ai présenté quand même. Le bilan étiologique qui est revenu négatif, avec un MT13 qui était normal, un complément qui était normal. Elle a pu être sauvée de la dialyse, et puis au final, on a fait une probable atteinte rénale qui est liée en fait peut-être à la prééclampsie. Elle n'a pas eu de biopsie rénale, étant donné que tout était rentré dans l'ordre. Donc, au total, la VSS, c'est un terrain qui est propice au développement des maths chez les femmes qui peuvent être génétiquement prédisposées. Tout tableau de HELLP syndrome atypique doit faire évoquer un PTT ou un HU atypique. Et dans ces cas-là, on peut s'appuyer sur les scores, donc soit le score plasmique, soit les scores French, pour débuter une thérapeutique sans attendre, donc soit les échanges plasmatiques, soit les équilibres en attendant les résultats de l'activité de la dame TS13. Je vous remercie.